Merci à vous qui nous regardez à la télévision à l'international. Merci de télécharger cette application, vous le savez, hein, pour pouvoir nous écouter dans vos différents smartphones, l'application Adafo Média. Nous allons parler électricité, comme je le disais tantôt. Les délestages du courant électrique reprennent de plus belle en Guinée. Vous avez dû le constater. La société Électricité de Guinée avait bien informé les consommateurs, sauf qu'on ne pouvait pas s'imaginer que la pénurie serait si remarquable. L'explosion du dépôt pétrolier en serait-elle la raison? Nous posons la question. Ce n'est pas en tout cas l'avis de certains. D'ailleurs, le gouvernement a rassuré que le HFO était désormais disponible en quantité suffisante. Et puis, les délestages dont on parle avaient commencé des semaines avant le drame de Kaloum. Nous en parlons ce matin avec Moussa Koulibaly, spécialiste en électricité. Il est là, notre invité. Monsieur Koulibaly, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Véro. Bien. Merci pour l'invitation. Merci. Allez-y, Jacques, pour la première question. Koulibaly, avant l'explosion du dépôt pétrolier, on avait commencé à voir quelques signes, les délestages, en tout cas quelques quartiers en connaissaient déjà. Et à l'époque, vous aviez attiré notre attention sur ce qui se passait. Et finalement, l'explosion est arrivée, EDG a fait une communication. Et quelques jours après, on constate que finalement, toute la journée, c'est toute la capitale, et je crois même l'intérieur du pays, qui est privé d'électricité. Dites-nous, est-ce que le problème que vous aviez constaté avant cette explosion s'est empiré, ou alors finalement EDG a raison de pointer du doigt ce qui s'est passé à Kaloum? D'accord. Si vous permettez, je voudrais rendre rapidement un vibrant hommage au style national par rapport à sa qualification hier pour les quarts de finale. C'est inédit et nous sommes tous heureux de cette avancée majeure de nos équipes nationales. Bien. D'accord. Pour revenir à votre question, monsieur Jacques, l'explosion du dépôt a eu des conséquences que nous connaissons tous. Mais si nous analysons les indicateurs techniques, nous analysons les paramètres, l'explosion du dépôt n'est pas à elle seule, ou bien n'est pas entièrement responsable du délestage électrique que nous connaissons de nos jours. Ceci ressort des analyses, disons des indicateurs et des équipements techniques qui rentrent en ligne de compte de notre système énergétique, à savoir, je vais revenir brièvement là-dessus, 80 à 85% de l'électricité que nous consommons dans le système interconnecté de Guinée provient des centrales hydroélectriques, notamment Soapiti, Kaleta et Garafiri. Alors le reste, les 15 à 10% proviennent des centrales thermiques. Donc la cause du délestage aujourd'hui, il ressort que les 80% qui constituent notre système de production d'électricité aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle une rarification, une diminution du niveau d'eau. Alors par conséquent, on procède aujourd'hui à ce qu'on appelle l'étiage, c'est ça? Le délestage. Donc, vous savez, quand l'électricité se coupe, quand on est à la maison, quand on est au bureau, quand on est dans une industrie, nous avons, j'ai résumé en 4 raisons essentielles. Venons-en d'abord, restons un peu sur les indicateurs que vous donniez tout à l'heure. 80% de la production vient donc de ces barrages. Mais au même moment, on nous dit que nous ne parvenons pas à consommer ça comme il faut parce qu'il y a un problème de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui est par exemple du cas de Conakry, nous dépendons-nous de ces barrages ou des centrales thermiques? La raison est très simple. Nous dépendons exclusivement des centrales hydroélectriques, comme je viens de le citer. Soapiti, je vais revenir rapidement sur cette centrale, qui est la plus importante aujourd'hui de notre système de production d'électricité. Il a une puissance installée de 450 MW. Alors, tout au long de l'année 2023, l'année 2022, après sa mise en service, elle a pratiquement fonctionné à 70-75% de sa capacité tout au long de l'année. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous avons un phénomène aujourd'hui qui est très très aigu et qui nécessite aujourd'hui, disons, l'apport d'une correction rapide, c'est-à-dire la déforestation, la destruction des berges de cours d'eau, des têtes de source. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plein fouet
à ce problème aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur le fleuve Concouré, nous avons construit 3 barrages. Le premier, il est Garafiri. On l'a mis en service en 1999. Elle fonctionne sans problème. Kaleta est venu en 2015. On l'a inauguré. Ensuite, en 2021, on a mis en service Swapiti avec ces 4 groupes qui forment les 450 MW. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, en saison des pluies, vous savez, nous avons un régime irrégulier de cours d'eau. Donc, pour vous donner une idée de la consommation d'eau des barrages, l'eau, le fleuve Concouré prend sa source au Fouta Diallo. Il a des affluents, notamment le Kakrima, le Kokulo et le Badi. Donc, quand il vient vers Swapiti, c'est un barrage de type stockage. Entièrement, il fait plus d'1 kilomètre de long. Il emmagasine entièrement l'eau dans la vallée, jusqu'à la partie amont du fleuve, jusqu'à les berges du fleuve Concouré. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand on a la pluie, maintenant on a difficilement 5 mois de pluie, 4 mois à peine, 5 mois de pluie. Quand il pleut, on a un apport important du fleuve. Le débit du fleuve, il varie entre 1000 m3 d'eau par seconde. 1000 ou 2200 m3 d'eau par seconde. Maintenant, en saison d'étiage, cette quantité se réduit énormément. Maintenant, on a à peine 200 m3 d'eau par seconde. Alors, le barrage Swapiti a emmagasiné l'eau avec un niveau. Donc, à la cote 210, c'est le niveau maximal. L'eau se déverse. Mais aujourd'hui, les turbines de Swapiti prélèvent cette eau stockée dans le barrage. Donc, la production en plein régime d'une turbine qui fait 112 MW, elle a environ de 200 m3 d'eau par seconde. Donc, si nous prélevons les 3 turbines, environ 600 m3 par seconde qu'on retire du barrage et qu'en amont, la compensation est inférieure, ce qui aujourd'hui a provoqué la baisse du niveau. Donc, le niveau du barrage aujourd'hui, Swapiti, on se retrouve entre 196 et 197 mètres d'eau. Donc, en termes simples, on est à peu près à 50% de réserve d'eau. Donc, on procède aujourd'hui à ce qu'on appelle rationaliser l'eau. Parce que si on continue à ce rythme, on est au début d'étiage en janvier, février, mars, avril, on va se retrouver carrément sans électricité. Alors, ma question est de savoir si les études ont été bien effectuées ou pas. Parce que ce phénomène dont vous parlez n'est pas un phénomène nouveau. On sait très bien que les cours d'eau tarissent de plus en plus en Guinée liés à la déforestation. Swapiti est un barrage nouveau et les autres qu'on construit, bien évidemment, seront des barrages nouveaux. La situation n'est pas une situation identique à la Guinée, elle se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de corriger tout cela afin que le débit d'eau puisse être un débit qui va tenir en période d'étiage? Ça se fait ailleurs. Il n'y a pas qu'en Guinée que l'eau tarit. Très belle question, monsieur. Mais dans d'autres pays, le courant existe. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, ce phénomène, on n'y peut rien. Ou bien on peut, disons, réduire l'impact aujourd'hui sur les populations. Quand vous dites qu'on n'y peut rien, ça fait peur. Non, quand je dis on n'y peut rien, c'est aujourd'hui avec ce qu'on est confronté. Donc, c'est un reboisement massif, rapidement, des différentes berges. Donc, on peut quelque chose. Oui, on peut quelque chose, entre guillemets. Maintenant, en se référant à des pays, oui. Vous savez, la réplique aujourd'hui doit être à court, moyen et long terme. Donc, on va planter des arbres. Vous savez, un arbre pour qu'il pousse, pour qu'il ait des feuilles, ça prend du temps. C'est pour cette raison que j'évoque ce sujet. Alors, ce qui se passe, pour combler ce déficit aujourd'hui, on doit faire face, on doit mettre en contribution le mix énergétique. C'est-à-dire diversifier les différentes sources de production. On ne va pas que miser sur l'hydraulique, on va aussi mettre en valeur... L'éolienne. L'éolienne, c'est une donnée, mais en Guinée, on n'est pas assez propice. Le solaire, par exemple. Le solaire, on est propice. Il y a des zones en Guinée où on peut produire. Parce que pour avoir un bon rendement... L'éolienne dans le Fouta, c'est propice. Oui, vous savez, c'est une zone montagneuse. Oui, la vitesse du vent, vous savez, c'est la vitesse du vent. Elle doit se trouver entre 6 et 12 mètres par seconde. OK? Donc, il y a des zones où on a très peu, on n'a pas assez de vent. Il y a des zones où, oui, on peut produire de l'éolienne. Également, le solaire. Le meilleur rendement aujourd'hui, c'est d'avoir environ, sur 1 mètre carré, sur 24 heures, on peut avoir environ 5500 watts. C'est les zones, la bande sahélienne, c'est des zones à fort potentiel. La Guinée également, Koundara, Sigiri, etc. Il y a des possibilités. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans notre mix énergétique, on n'a pas encore développé ces sources, à savoir l'éolien, le solaire. Donc, on le compense avec le thermique diesel, à savoir Kaloum 1, Kaloum 2, Kipé, la tannerie. C'est eux qui doivent compenser cette puissance que les centrales hydrauliques aujourd'hui ne peuvent pas fournir. Mais malheureusement,
la première raison, on n'a pas suffisamment de thermique aujourd'hui. Les puissances installées de ces différentes centrales, Kaloum 1, Kaloum 2 qui font 50 MW, Kipé 50, Taneri 50, on a environ une puissance installée de 220 MW. Mais je tiens à vous dire que la puissance installée, c'est une autre chose, mais la puissance disponible en est une autre. Donc sur les 220 MW installés, à peine aujourd'hui, on peut produire 140 MW. Pour quelle raison? Comment ça s'explique? Ça ne s'explique pas. Le défaut de maintenance. Défaut de maintenance aujourd'hui. Et même mieux, les projets adjonction thermique qui a coûté 145 millions de dollars pour produire 100 MW. Je vais vous dire qu'on n'a pas pu produire réellement. On devait faire les tests d'acceptance de ces centrales. Ces centrales, même après leur mise en service, n'ont pas pu produire ces puissances. Vous parlez des fameux groupes d'Asperbras. Asperbras, AON. Et ça a été repris avec AON et vous nous dites que malgré tout cet argent qui est parti, 100 millions au départ, 45 millions après, en réalité, ça ne produit pas la quantité d'énergie qu'on l'espérait. Tout à fait. La puissance installée ne peut pas être produite par les centrales. Il y a un souci de module à Kaloum 1, on ne peut pas synchroniser. Sur Kaloum 1, sur les 6 générateurs, vous n'avez que 2 qui fonctionnent. Vous savez, il faut être pragmatique. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À partir de 6h, 7h du matin, on commence à réduire la production dans nos différents barrages qui font 80%. C'est-à-dire quand Swapiti a ses 3 générateurs au réseau, c'est ça, on fait ça à partir de 16h pour donner le courant à tout le monde. À partir de 7h, on commence à arrêter les générateurs pour pouvoir rationaliser la consommation d'eau. Et quand on arrête ces centrales, à savoir Swapiti, on diminue la puissance environ de 50%, Kaleta également, on diminue la puissance de 50%, et Garafili également, on diminue la puissance. Donc dans un pays normal, comme vous venez de dire, on devait avoir d'autres sources de production ailleurs, sur le système interconnecté, pour pouvoir prendre le relais de cette puissance que les hydrauliques ne peuvent pas produire. Oui, il y a sur le même réseau hydraulique, si tu me permets. Vous faites bien de nous rappeler que Swapiti est un barrage de rétention d'eau. De type stockage, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, parce que c'était ça mon inquiétude, justement, j'allais vous poser la question. Parce que je sais que Kaleta et Garafili à l'origine sont construites à fil de l'eau, je crois. Donc Garafili est de type aussi stockage. Carrément. Oui. D'accord, mais de faible capacité par rapport à Kaleta. Sa retenue fait 1,4 milliard de mètres cubes d'eau. Donc, Swapiti pas fait, très suffisant. Swapiti fait 6,3 milliards de mètres cubes. On a évoqué souvent, et je me rappelle des discours du professeur Alpha Condé et des experts qu'on avait à l'époque, on nous a toujours dit que ce fleuve Concouré n'atteindrait pas son plein potentiel avant la construction d'Amaria, qui devait compléter le reste des retenues d'eau. Qu'en est-il aujourd'hui? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il faut Amaria encore plus en amont pour consolider ses réserves d'eau? Ça c'est un. Et deuxième, où en est-on aujourd'hui de ce projet avec Amaria? D'accord. Voilà ce que nous avons fait. Il n'y a pas qu'en Guinée. La Chine aujourd'hui est leader mondial de la production hydroélectrique. La Chine a les 3 gorges. Oui, c'est le plus grand barrage du monde que j'ai eu la chance de visiter, qui fait 22 500 MW. Pour preuve, quand j'étais en visite, la centrale a 32 générateurs. Mais quand j'étais en visite, il n'y avait qu'une vingtaine qui fonctionnaient. J'ai dit les autres, ils disent non, on est en train de gérer l'eau. Vous savez, l'énergie hydraulique, aujourd'hui, on est rentré dans du saisonnier. Vous comprenez? Ça, c'est votre question. Maintenant, on a fait une mise en valeur en cascade. C'est que le même fleuve Concouré, on a mis Garafili plus haut. Après, on a mis Swapiti qui arrive. On a mis Kaleta qui fonctionne. Et plus bas, en aval, doit être construit Amaria. Bien. La suite, évidemment, on va permettre d'observer notre écran publicitaire. La suite de votre réponse à cette question, ce sera dans la 3e partie des Grandes Gueules. Et sur Espace TV, dernière ligne droite, nous continuons le débat ici en studio. On parlait des délestages du courant électrique qui reprennent de plus belle en Guinée. Nous avons comme invité ici en studio M. Moussa Koulibaly, spécialiste en électricité. Et Roby, vous aviez posé une question avant qu'on ne parle. Non, justement, je viens poser ma question puisque je voulais la poser avant. Mais Mohamed Mara, vous avez fini de répondre à la question de Mara? Oui, allez-y, de toutes les façons, il reviendra là-dessus. Alors la question que je veux poser, Monsieur Koulibaly, c'est de savoir si les Guinéens qui payent l'électricité, est-ce qu'ils payent les grandes gueules, c'est ça, l'énergie, le volt, est-ce qu'ils payent le kilovolt qu'ils consomment? Parce que je pars d'un principe et d'une remarque que normalement dans les ménages doivent venir les 220 volts.
ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, parce que moi je me suis fait un petit exercice, je me suis installé devant mon... maintenant Jacques, la mode c'est des survolteurs qu'on installe dans la maison. Oui. Je me suis installé devant mon survolteur, j'ai passé 15 minutes devant mon survolteur. En 15 minutes, j'ai remarqué qu'il y avait entre 10 et 15 variations. Ce qui joue essentiellement sur la longévité des appareils. Et que sur le survolteur ne dépassait jamais les 180 volts. Est-ce que, alors qu'on facture à 220 volts, les grandes gueules. C'est la réalité. Dans les factures, c'est 220 volts qui sont mentionnés. Mais le Guinéen ne reçoit pas 220 volts chez lui. Ok, une très belle question. Pour en venir... c'est un peu comme Internet aujourd'hui. Donc, je vais vous aider rapidement. L'énergie, disons, son unité est le watt-heure, c'est-à-dire mégawattheure, gigawattheure, etc. Ça, c'est l'énergie, on souscrit. Par exemple, vous avez votre compteur prépayé à la maison, vous achetez peut-être 100 kilowattheures, c'est l'énergie. Donc, en fonction de votre consommation, les appareils que vous utilisez, cette énergie va se dégringoler au fur et à mesure. Vous allez voir votre énergie qui vous reste. Donc, pour en venir à votre question, quand vous souscrivez, il y a plusieurs types d'abonnements. Il y a l'abonnement domestique, notamment dont vous avez fait cas. Ça, c'est le 220 volts. Mais les unités industrielles de petite capacité souscrivent souvent au triphasé, c'est-à-dire 380 volts. Mais pour revenir à votre cas, vous savez, l'énergie électrique aussi, nous avons des indicateurs pour pouvoir évaluer la qualité, notamment la tension, la fréquence et la forme de l'onde sinusoïdale. Ça, c'est plus technique, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais les deux plus simples, c'est la fréquence et la tension. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a une énorme dégringolade de la tension dans les différents ménages, dans les différents quartiers. C'est quelque chose qui est réel. Oui, donc, comment ça s'explique? Ça s'explique, disons, aujourd'hui par la vétusté des réseaux de distribution. Je suis longuement revenu sur ça. La section des câbles, vous comprenez, le mauvais raccordement, les réseaux de fortune, les réseaux hors normes aujourd'hui qui contribuent à dégrader énormément la qualité de l'énergie électrique chez les consommateurs, qui a pour conséquence aujourd'hui d'affecter énormément et d'impacter le fonctionnement des appareils. Et jusqu'à conduire à... Oui, Madame Hérault, parce qu'on passe tout le temps à accuser les vendeurs d'appareils ou les vendeurs de téléphones ou les vendeurs de télévision en leur disant qu'ils nous envoient des fake marques. Non, en réalité, c'est pas ça. Ce qui reste clair, c'est que cette variation fréquente de l'électricité, qui devient d'ailleurs de plus en plus rapide et de plus en plus récurrent, affecte sérieusement la longévité d'un appareil. Ça provoque même des incendies parfois. Si un appareil avait une longévité de 2 ans, vous vous retrouvez à changer votre appareil à partir de 6 mois, 9 mois. C'est pas le vendeur. Souvent, c'est la mauvaise qualité de l'énergie que nous recevons à la maison. Oui, d'où, disons, l'apparition d'autres acteurs, c'est à dire, disons, l'autorité de régulation de l'eau et de l'électricité, qui doivent aujourd'hui venir recenser les problèmes de nos abonnés. C'est eux aujourd'hui qui régulent. C'est eux leur rôle aujourd'hui de veiller à ce que les opérateurs, disons, font bien leur travail, d'après les règles de l'art. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce problème, on est tous confrontés à ce problème, M. Roby. La distribution n'est pas de qualité aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que finalement, on nous a menti. Et on continue d'ailleurs à nous mentir. Parce que quand je vous entends évoquer certains aspects au début de votre explication, j'ai l'impression que nous sommes encore un pays qui se débrouille à faire de l'électricité. Le Kokolo dont vous parlez, qui fait partie des affluents qui ravitaillent, si vous voulez, le Konkouré, Kokolo, c'est presque ça n'existe pas. J'en connais quelque chose parce que le fleuve traverse la ville depuis tard où j'ai grandi. Mais aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont construites à la place des fleuves. Et ça va venir crescendo. Je dis que la déforestation, c'est un phénomène qu'on peut aujourd'hui prévoir. On sait que la sécheresse, ça s'approche de nous au fur et à mesure. C'est d'ailleurs une lutte qu'on inclut dans toutes les études. Par ailleurs, EDG nous informe que la Guinée n'a pas un problème de production. Notre problème, c'est le transport. Le réseau électrique, si vous voulez, l'autoroute qui doit pouvoir transporter l'électricité de ces différentes centrales-là vers les ménages, vers les grandes gueules. L'autoroute-là n'a pas été construite. Donc, on perd plus d'électricité dans le transport que dans la production. Sauf qu'aujourd'hui, j'entends
que nous avons un problème de production, même avec les 3 barrages, ce qui doit être complété par ce que nous avons au niveau des tombeaux, etc. etc. Est-ce qu'on ne nous dit pas finalement la vérité? Est-ce que malgré tous les investissements depuis Alpha Condé jusqu'à maintenant dans le secteur de l'électricité, bah, c'est du fake? Oui, je vais brièvement détailler, disons, l'évolution du système énergétique, si vous me permettez. Depuis 2010, 2011, à l'avènement 2011, nous avons eu l'arrêt, si vous vous rappelez, M. Papakoli était ministre de l'énergie de l'hydraulique. Il y a eu Kaloum 3 et 5 qui sont arrêtés par utilisation du mazout inapproprié, si vous vous rappelez. Il y a une lettre de suspension des directeurs DDG qui s'en est suivi. Actuel conseiller du président de l'énergie, c'était le directeur DDG, M. Sanfina. L'histoire est là, on a perdu. Il a été viré. Il a été suspendu avec ses adjoints. Et c'est lui qui est conseiller aujourd'hui. Du président. Et en plus, président du conseil d'administration de Swapiti. Il cumule ses rôles. Voilà, aujourd'hui, voilà, nous voyons ce qui se passe. Quelqu'un qui a été viré pour mauvaise gestion, parce que pour corruption d'ailleurs on va le dire, parce que c'est pour utilisation de mauvaises qualités de mazout dans les tribunes de ces Kaloum 3 et 5. Kaloum 3 et 5. Il a été viré en tant que directeur, mais aujourd'hui il est l'actuel conseiller du président et il est le président du conseil d'administration de Swapiti. Autrement dit, il a plus de responsabilité dans le fait de nous donner l'électricité aujourd'hui. Voilà. Donc après, en 2011, on a décidé de faire Caleta. On a lancé la première pierre. Mais on s'est dit que quels que soient nos moyens, c'est ça aussi le hic dans notre domaine. Quels que soient tes moyens, tu ne peux pas construire un barrage en un temps record. C'est 4 ans minimum. Vous savez, quand on a lancé la première pierre de Caleta en 2011, il a fait 240 MW, environ 528 millions de dollars. Mais on voulait l'électricité. Mais il fallait attendre le délai de réalisation. C'est le barrage, c'est le béton compressé au rouleau. On ne peut pas aller rapidement, il faut attendre ce temps. Donc, entre-temps, on a décidé d'envoyer Agreco en location. Agreco a envoyé environ 80 groupes électrogènes ici. Voilà, pour fournir environ 50 MW. Mais on payait plus et on fournissait le gasoil. Ce n'était pas économique. On a perdu environ 30 millions de dollars dans ce contrat. En 2014, on a rompu. On a fait venir K-Énergie. K-Énergie, voilà, il est venu. Il vendait le kilowattheure le plus élevé sur le marché. Oui, le prix du kilowattheure. Parce qu'il fonctionne au gasoil également. 2 turbines de 25 MW. Ça n'a pas porté fruit. Après, on a décidé de faire la jonction thermique dont je parlais tout de suite là. Kaloum 1, Kaloum 2 équipés. 2014-2016, on a mis en service. Mais on n'a pas obtenu la puissance souscrite lors de la réalisation. Voilà, c'est le manque de suivi, de contrôle. Ce projet est passé comme ça. Et mieux, on a notre système SAMU qui fait 3 barrages. Donc, il y a Bania, Grande Chute. Il y a récemment Grande Chute qui fonctionnait avec 2 générateurs. On a décidé de rénover. C'est une faute professionnelle. On ne rénove pas une centrale hydroélectrique en arrêtant toutes les machines en même temps. C'est progressivement. Quand vous avez tout le matériel pour faire la maintenance d'un groupe, parce que soit Grande Chute a 4 groupes, donc on vient un à un. Quand vous avez tous les équipements pour faire la maintenance d'un groupe, vous isolez les équipements, vous remplacez. Vous finissez, vous le mettez sur le réseau. Vous attaquez le groupe numéro 2. Donc on a aujourd'hui, le Grande Chute aujourd'hui est à l'arrêt. Donc on a perdu environ 45 MW. Avec Grande Chute, donc il y a Grande Chute, donc il y a Ibanea. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont voulu réparer les machines Les machines, mais on ne s'est pas bien pris. Parce qu'on ne s'est pas bien pris. On a carrément isolé la centrale. Il y a plusieurs mois, 18, bientôt 2 années, les centrales sont à l'arrêt. Vous comprenez? Donc c'est ce problème aujourd'hui qui revient. On a mis en service Kaloum 1, Kaloum 2 équipé. Taneri également est venu sur le réseau. Kaleta est venu, Swapiti est venu. Maintenant, le problème aujourd'hui que nous connaissons aujourd'hui, c'est que nous ajoutions aujourd'hui de la production thermique. On n'a pas le choix aujourd'hui. C'est ça la solution. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que d'ici... L'autre point de ta question, Mohamed Ali, que je n'arrive pas à comprendre, avons-nous un problème de transport? C'est ce qu'on nous a dit ici. Avons-nous un problème de transport ou un problème de production? Donc, moi, je m'exprime par rapport à la crise qu'on connaît actuellement. La crise actuelle est exclusivement liée au déficit de production. Mais bien avant, en saison des pluies, vous savez, quand on a de l'eau dans le barrage de Swapiti, on ne peut pas mettre toute la puissance en service. Parce qu'on n'a qu'une seule ligne aujourd'hui pour évacuer la puissance du complexe Swapiti Kaleta vers le Grand Conakry. Ça, c'est une anomalie également. C'est une anomalie. Il y a un projet en cours maintenant avec l'AFD. On veut faire... Donc là, c'est le problème de transport. Ça, c'est un problème de transport. En France, c'est facile. Oui. Si on a de l'eau à Swapiti aujourd'hui, on n'aura pas de problème de production. C'est ça? C'est ça. Mais quand on n'a pas d'eau, on n'aura pas d'électricité.
C'est bien ça. Ça voudrait dire que à partir de février, mars jusqu'au mois d'avril, on peut s'attendre à plus de dégradation maintenant. Ah oui, mais juin. Jusqu'en juin. Parce que ce qui se passe, là on a moins de 14 heures par jour. Hein. Avant c'était 24 heures, maintenant le courant va à 7 heures, ça revient à 19 heures. Supposons, puisque quand il y a les matchs, ça revient à 16h, 17h. Mais alors, même si ça revient à 16h, alors on a 14 heures d'électricité sur 24. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut avoir moins? C'est-à-dire qu'il y a des quartiers où le courant va venir à partir de 0h pour repartir à 8h, et des courants où, oui, après la canne, et des quartiers où le courant va venir de 18h pour repartir à 0h. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Oui, on n'est pas loin de... Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous sommes en crise énergétique. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas l'arbre qui va masquer la forêt. On est en crise énergétique. Et ça n'a rien à voir avec Kaloum. C'est-à-dire L'explosion. Oui, c'est ce que je vous dis. L'explosion de Kaloum a un minime pourcentage. J'ai tout à l'heure détaillé aujourd'hui notre système de production d'électricité, de mix énergétique. Mais quand on prend Conakry, la ville de Conakry, est-ce que les centrales qui sont là, Kaloum, Tombo, je sais pas moi, Kipé et puis la tannerie, ne sont pas en mesure de fournir régulièrement l'électricité au quartier? Voilà, je vais vous revenir. Pour un barrage hydroélectrique, le vecteur porteur de l'énergie, c'est l'eau. Si vous avez l'eau, vous faites votre production. Donc la production est fonction de l'eau que vous avez. Les grandes gueules. Une production au fil de l'eau. En fonction de l'eau. Maintenant, les centrales thermiques, la production est axée essentiellement dépendante de la fourniture du HFO, qu'on appelle, qui est Heavy Fuel Oil. Le HFO et aussi l'état, disons, l'état de disponibilité des machines. C'est de ça va le production. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on a un déficit chronique. À partir de 7h du matin, on perd en production. Ça avoisine environ les 400 MW qu'on perd en production. Donc cette puissance de 400 MW... Quand vous dites on perd en production, ce n'est pas volontaire? Ce n'est pas décidé par les techniciens d'éteindre le groupe? C'est décidé. Okay. Donc ce qu'on appelle le délestage. Le délestage, c'est un arrêt programmé, décidé de la fourniture de l'électricité aux consommateurs. C'est à ça qu'on a recours aujourd'hui. Donc quand on arrête environ ces générateurs, pour rationaliser la gestion de l'eau, il n'y a aucun autre système, il n'y a aucune autre source de production. La gestion de l'eau ou du carburant? Non, je parle des hydrauliques. Les hydrauliques. Aujourd'hui, on est dans la gestion de l'eau. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'ai posé le problème, la question sur les centrales thermiques. Oui, donc, qui sont à Conakry. Oui, je reviens. Donc, à partir de 7h du matin, on a une perte de production. C'est un arrêt décidé des générateurs, soit Petit, Kaleta, Garafiri. Donc, c'est pour ça qu'on coupe les abonnés. Maintenant, la partie qui n'est pas coupée, c'est Kaloum, parce que c'est stratégique. C'est le siège administratif, etc., le pouvoir. Donc, à partir de la banlieue jusqu'à l'intérieur du pays, on procède à ce qu'on appelle le délestage. Oui. Le délestage, c'est un arrêt de la fourniture de l'électricité aux consommateurs pour pouvoir répondre à l'équilibre ici, entre la production et la consommation. Donc, en temps réel, cet équilibre doit être existant. Donc, ce qui devait arriver, c'était que c'est les centrales thermiques qui auraient dû prendre le relais en quantité suffisante pour ne pas que les abonnés, nous abonnés, parce que nous on est à la maison, on suit le football, madame suit les séries novelas, etc. Elle suit le football. Hein, voilà, oui, elle suit le football. Il y en a qui font les activités commerciales, les cyber, les centres commerciaux, etc., les ateliers. Tout le monde est confronté aujourd'hui au délestage. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de production thermique actuelle qui puisse aujourd'hui prendre le relais de la perte de production hydraulique. Par conséquent, nous nous retrouvons dans ce délestage. Quand vous dites qu'il n'y a pas de production thermique, les centrales sont à l'arrêt? On a une puissance installée en thermique. Kaloum 1 vous fait 24 MW, Kaloum 2 vous fait 26 MW, Kaloum 3 qui fait 44 MW qui est avec Abessila, mais qui est aujourd'hui à l'arrêt avec disons les pannes prolongées, etc. Kaloum 5 qui fait 30 MW, aujourd'hui on n'a que environ 10 MW disponibles. Donc sur les 220 MW installés, on n'a qu'environ 150 disponibles pour pouvoir répondre à la perte de production d'environ 400 MW que les hydrauliques aujourd'hui ne peuvent pas fournir à cause de la baisse du niveau de l'eau. Donc ailleurs, dans un autre pays... Parce que la consommation dépasse largement la quantité qui est produite. Qui est produite aujourd'hui. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on a une lutte perpétuelle. La demande est croissante. On est un pays dynamique. Moi, je l'estimais environ à 10 à 15% par an. Donc si vous avez une puissance aujourd'hui, la pointe avoisine les 600-650 MW. La pointe.
le pic de consommation. Donc dans tous les pays du monde aujourd'hui, il faut qu'il y ait aujourd'hui un système de relais, de mix. Vous ne pouvez pas le savoir. Nous, on est consommateurs. Mais les opérateurs du réseau procèdent au réglage, allument telle centrale, arrêtent telle centrale, sans que nous, abonnés, nous soyons aujourd'hui victimes des délestages. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ces centrales qui existent, par exemple, vous avez parlé de Tombo 1, Tombo 2, de Tannery et autres. Est-ce que c'est dû au manque de prévision ou bien c'est lié à la situation qu'on est en train de vivre en ce moment ou bien c'est un problème de planification? Qu'en est-il réellement? Oui, il faut pas passer par le dos de la cuillère. Nos autorités ont manqué de stratégie, de prévision, de projection à l'avenir. Parce qu'on a laissé partir le bateau KPS qui faisait, je ne fais pas la publicité de qui que ce soit, mais le bateau, il faut le voir comme une source de production. Elle était capable de mettre sur le réseau 120 MW. Donc en avril 2023, on a décidé... Mais elle coûtait combien? Oui, justement. Maintenant, non, j'en reviens aussi. On aurait pu renégocier. Oui. Pourquoi? Abidjan aujourd'hui, il y a un bateau qui fournit 200 MW. Dakar, il y a un bateau qui fournit 300 MW. Sans oublier la présence de Agreco. Accra, il y a un bateau qui fournit 300 MW. Afrique du Sud, Escom, ils ont des fournisseurs d'électricité. Il y a 3 bateaux en ce moment qui fournissent plus de 1200 MW. Au fait, à Freetown, il y a le bateau. Au fait, c'est les crises énergétiques auxquelles nous sommes confrontés. Le bateau aujourd'hui, il faut voir comme une source de production. Tout se négocie. Pourquoi la Gambie a gardé son bateau depuis 2019? Pourquoi le Sénégal l'a gardé? Pourquoi nous, on ne peut pas garder? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire face à la crise actuelle, il faut faire revenir rapidement une source de production. Donc, on peut faire un appel d'offres international de fourniture d'urgence d'une puissance minimum de 300 MW. Il y a des leaders mondiaux aujourd'hui en fourniture d'urgence, Agreco notamment, et KPS aujourd'hui. Mais vu la morphologie de la Guinée, vu notre... vu notre configuration aujourd'hui, à mon avis, on a besoin aujourd'hui d'un bateau minimum de 300 MW pour pouvoir combler le déficit de production. Est-ce que vous comprenez les explications des autorités à l'époque qui disaient que ce bateau-là coûtait beaucoup plus à la Guinée qu'il n'aidait, que paraît-il que ce n'était pas suffisamment bien exploité? Comment vous comprenez ces explications? Alors que l'État payait à la fin de chaque mois. Oui, ça se paye, ça dépend des négociations. Abidjan, il a souscrit pour 5 ans. Le bateau est arrivé pour 5 ans. Quelles sont les clauses du contrat? Ce n'est pas détaillé. Je pense qu'on a suffisamment d'autorité en tant que conseiller du président, en tant que ministre de l'énergie, en tant que directeur des DG. On a suffisamment de cadres aujourd'hui qui sont capables de réfléchir et, disons, se projeter sur l'avenir. Je vais vous dire quelque chose. On a une crise actuelle. À l'état d'évolution, les années à venir seront pires que cette année. En tant que spécialiste aujourd'hui en production énergétique, en période d'étiage. Si l'État ne prend garde. Si on ne prend pas garde. Est-ce que c'est pas un dédain du Guinéen qui a fait que finalement le projet K Énergie a été complètement vandalisé, même si les intéressés ont gagné devant la cour de la CEDEAO contre l'État, on a laissé partir 2 générateurs comme ça tranquillement par un étranger, alors que ça suppléait. K Énergie pouvait couvrir la zone de Kaloum en termes pour pouvoir libérer un peu. Oui, vous savez... sauf que d'autres tapis dans l'ombre n'avaient pas beaucoup d'intérêt dedans. Justement, c'est la question qui ressort toujours. Quel est l'intérêt national et quel est l'intérêt particulier de Paul ou Pierre? Aujourd'hui, on est tous victimes de ce délestage. Tous les secteurs d'activité sont affectés. Ça, c'est nous les consommateurs d'électricité. Nous sommes affectés. Mais aussi, au-delà de ça, il y a même l'État et l'opérateur historique EDG aujourd'hui qui sont affectés parce qu'on dégrade en matière de, disons, taux d'accès à l'électricité. C'est un recul pour la Guinée. Parce que les objectifs ODD 2035, on avait décidé de donner l'électricité à toutes les personnes qui n'en ont pas. Donc c'est une dégringolade. Est-ce que EDG seul, en tant qu'entité nationale, peut supporter le poids de fournir de l'électricité à la Guinée? Parce que dans d'autres pays, la pratique, c'est quoi? J'en viens, oui, c'est ce qu'ils font. La pratique, c'est quoi dans d'autres pays? C'est que vous avez une société exploite et commercialise en même temps. Dans d'autres pays, on a une société nationale qui produit, une autre qui l'exploite et qui le commercialise à d'autres entités qui s'y connaissent. Cet échelonnement de distribution peut facilement permettre aux gens d'être fournis en électricité et ça coûterait moins à l'État et ça enverrait beaucoup plus d'argent. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme un grossiste qui fait du détaillant et qui fait du détaillant jusqu'au domicile. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Le ministère est chargé d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'électricité. Mais aussi, il doit fournir le service social de base. C'est son engagement du ministère de l'énergie et des... Oui, maintenant... Voilà. Ruby, permet qu'il réponde. Oui, maintenant, oui, cet engagement,
il a décidé de confier à un opérateur qui est EDG certains segments, notamment production, transport, distribution, commercialisation. Ensuite, dans les grandes agglomérations, mais aussi dans les zones rurales, elle a décidé de confier ça aussi à l'AGER, Agence guinéenne de l'électrification rurale. Mais aujourd'hui, ils sont en phase embryonnaire, ils sont aux abonnés absents. Ça, ils ne répondent pas du tout aux exigences aujourd'hui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, EDG est ce qu'on appelle une société verticalement intégrée. C'est-à-dire, comme vous venez de dire, il s'occupe de plusieurs segments. Mais aujourd'hui, EDG est en perte de vitesse. Parce que, je vais vous dire, la production de Swapiti, EDG est carrément exclu. Swapiti a recruté son personnel pour exploiter le barrage. Kaleta a recruté son personnel. La ligne de transport 225 et les postes sont à la charge de l'opérateur chinois CWE. Et exclusivement, EDG est absent de ces segments. Mais là, je suis d'accord aujourd'hui pour qu'on ouvre le secteur à la concurrence. Oui, pour la distribution, la distribution et la vente. Oui, pour améliorer le service. Absolument. Parce que le service, il est à désirer. Il ne faut pas se voiler la face. Bien. Oui, allez-y, Jacques, si vous avez une question à poser. Alors, aujourd'hui, tel que la situation se présente, le discours que vous tenez, c'est de dire soit on trouve une autre source d'énergie, ou alors la crise va continuer. Est-ce que finalement, la question du HFO ne peut pas compenser quand même le problème, parce que c'est la raison qui est invoquée par l'État actuellement, c'est de dire on a été impacté par la crise, l'explosion du dépôt pétrolier, même si derrière on est venu dire bon, désormais il y a du HFO. Est-ce qu'on ne peut pas quand même trouver une petite ouverture et dire que bon, si on a du HFO, ça peut quand même réduire un peu la crise? Oui, on est aujourd'hui dans une gestion. Le HFO, il est en train d'arriver, il y a des citernes. Maintenant, je vais vous donner une idée, un ordre de consommation, un exemple. Si vous prenez la centrale de la tannerie, un exemple, ils ont 6 générateurs. Un générateur vous fait environ 9 MW. Pour avoir une idée, je veux que vous ayez une idée, comme nous, tout le monde. Pour qu'un générateur de la tannerie fonctionne pendant 24 heures, elle a besoin environ de 40 000 litres de HFO. Pour avoir une idée. Ça veut dire, si on veut que la centrale tannerie tourne 24 heures par jour, quotidiennement, nous devons l'approvisionner en 6 citernes. Parce que la consommation horaire varie entre 1500 et 1600 litres par heure. C'est ça aujourd'hui. 2 400 litres. Voilà. C'est ça aujourd'hui l'ordre de consommation des centrales. Alors le secteur déjà, il souffre énormément de manque de rentabilité. C'est ça? Ouais. Combien de litres? 2 400 litres. Par citerne, nous avons 40 000 litres par citerne. 40 000 litres par citerne. Donc si vous voulez avoir une production de 50 MW pour une centrale thermique, voilà, faites le calcul, on se retrouve avec une puissance, une quantité de HFO quotidiennement pour pouvoir faire fonctionner ces centrales. En contrepartie, les hydrauliques ne demandent pas grand-chose. Les hydrauliques demandent que la pluie. Et voilà, c'est un peu ce ordre de grandeur pour que vous ayez une idée un peu de ce qu'il y a comme consommation en matière thermique. Alors, l'entreprise souffre énormément de déficience et de rentrée d'argent. Voilà, elle n'est pas pérenne. De surcroît, vous savez tous que EDG, le secteur est subventionné à hauteur de, pour l'année passée, à plus de 400 millions de dollars US, notamment qui servent à payer le combustible, qui servent à payer... Si nous devons faire la part des choses, pour parler un peu économie, je vais vous faire sortir de votre secteur. Quel est le gap entre la subvention de l'État et la rentabilité de EDG auprès de ses abonnés? Le Guinéen ne paye pas l'électricité, hein? Oui, certains. Ouais, généralisons. Non. Quand c'est nombreux. Non, il y en a qui payent. Mais généralise pas. J'ai ma facture, je paye. Ouais, vous êtes combien sur combien de Guinéens? Oui, il y en a qui payent. De toutes les façons, attendez, nous payons. Surtout avec les compteurs prépayés qui sont en train d'installer partout, c'est vraiment le gap reste toujours très important. Voilà. Oui, mais il y en a qui payent. Oui, Madame Yoro, d'accord. Beaucoup payent. Le gap reste toujours très important, oui ou non, Monsieur Koulibaly? Oui, il existe un gap. Ceux qui se prennent pour des bons Guinéens, là. Il existe un gap énorme. Je vais vous donner une grandeur, par exemple. Il faut les effrayer. Le barrage de Swapiti pour l'année 2023. Dans le micro, le barrage de Swapiti pour l'année 2023 a produit à elle seule environ 2000 gigawattheures. Un exemple. Alors l'électricité se vend aujourd'hui. On achète. L'électricité, il est acheté à Swapiti et Kaleta à hauteur de 11 cents de dollars le kilowattheure. Donc on peut estimer à l'année passée environ, Swapiti s'est fait une recette environ de 200 millions de dollars à travers l'électricité qu'elle a vendue au ministère via EDG. Kaleta également a fait la même chose. Donc les deux centrales se font de l'argent parce qu'aujourd'hui les sociétés sont... 400 millions. Ensuite, on prend de l'argent public
on aide EDG à acheter ses factures. Combien? On a 400 millions de dollars à payer les factures et même le carburant qui est aujourd'hui fourni à EDG est acheté dans cette subvention. Donc, ceci dit, ensuite, nous évoquons aujourd'hui un problème majeur aujourd'hui qui est quoi? C'est que le fichier clientèle d'EDG, il est totalement en déphasage avec la réalité sur le terrain. Parce que, d'après une estimation, on a environ plus d'1 million de personnes aujourd'hui qui sont raccordées au réseau d'EDG comme consommateurs, mais EDG recense qu'environ 600 000 abonnés. Donc on se retrouve avec presque... C'est-à-dire que vous avez 400 000 abonnés des agents de EDG. C'est-à-dire il y a nous les abonnés d'EDG, mais vous avez à peu près la moitié, les 40% sont les abonnés des agents de EDG. Il a dit 600 000 et 400 000, c'est clair, c'est 40%. Ça peut être chiffré à combien? Ça peut être chiffré à combien? Donc on a fait un calcul. Par an, oui. Oui, on a fait un calcul. Les productions, notamment sur le système interconnecté de Guinée, de Conakry, le Grand Conakry au Fouta, on a estimé environ une production de 3500 gigawattheures en 2023. Mais là, sur les 3500 gigawattheures, EDG n'a facturé qu'environ la moitié, environ 1800 gigawattheures. À combien? Donc qu'est-ce qui se passe avec le reste de l'énergie? Ben voilà. Donc ça va dans les poches en fait. Économiquement, c'est pas viable. On doit réinventer un modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit inventer un modèle. Parce que si vous partant de là, c'est un scandale. Non, c'est un scandale, Madame Yoro, c'est un scandale. Vous avez Swapiti et l'autre barrage, qui est Kalita, qui fournissent à l'État une facture de 400, de 200 par an. L'État paye la totalité de ces factures en subventionnant... Le ministre avait parlé de 3 500 milliards la dernière fois qu'il était passé ici, rien que pour l'année 2022. 3 500 milliards. L'État éponge la facture de ces deux centrales rien que par la subvention. Et donc, d'un autre côté, EDG vend du carburant à une production extrêmement réduite. Quand tu enlèves le fonctionnement, le budget de fonctionnement des EDG et tout ça, il reste quand même d'argent. Où va cet argent? Comment se fait-il que EDG ne peut pas améliorer le système de conduite, etc., pérenniser le courant, etc., etc. On ne comprend rien. Oui, j'ai eu à évoquer ce sujet ici. Économiquement, il y a quand même de l'argent qui reste. Oui, il y a de l'argent. EDG se fait de l'argent, mais elle gagne presque rien. Absolument. Donc, cela dénote aujourd'hui du système de corruption, du détournement de l'énergie. Vous savez, l'énergie, c'est de l'argent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui alimentent des consommateurs d'électricité au lieu que cette facture soit payée à l'entreprise et ça va à la poche, dans la poche des personnes. Aujourd'hui, c'est vérifié, c'est vérifiable. Ouais. Alors, donc, mais en fait, quelle explication avez-vous? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre. C'est l'État qui achète l'énergie et met à la disposition de EDG. À charge pour EDG de revendre cette énergie. Mais à un coût en dessous même, parfois, du coût de production. D'où la subvention, justement. N'est-ce pas? Donc, c'est vendu à un coût, à un prix en dessous du coût de production du kilowattheure. C'est ça. Mais comment expliquer si cette corruption-là n'avait pas de tentacules jusqu'au niveau les plus élevés de la sphère étatique? Comment comprendre qu'une telle entreprise à laquelle on fournit l'électricité, on lui donne la production et tout, on te dit vends. Comment comprendre qu'on continue de lui faire confiance? Ça, c'est ma première question. Secondo, est-ce que d'abord le modèle est viable? Comment une entreprise qui ne prend pas de risque en investissant peut-elle être amenée à vendre quelque chose qu'elle ne produit pas? Parce que celui qui produit, s'il vend, il est obligé d'être efficient. Parce que c'est lui qui prend les risques. S'il n'est pas efficient, c'est lui qui perd de l'argent. Comment expliquer, si tu me permets, cela aujourd'hui? Parce qu'on a connu ce modèle-là. Avant, avec la SEC, vous vous souvenez, on avait la Société nationale des eaux, on avait la Société d'exploitation des eaux. L'État a compris que ça ne pouvait pas continuer. Les deux ont fusionné. Mais comment comprendre aujourd'hui qu'on fasse confiance à EDG alors qu'elle n'arrive même pas à vendre totalement le courant? Elle sous-déclare ce qui normalement doit rentrer. Et troisio, comme je l'ai dit, comment peut-on accepter qu'elle vende ce qu'elle ne produit pas? Mais comment aussi peut-on comprendre qu'une entreprise qui a le biberon à la bouche peut être efficiente et rigoureuse? Oui, ça nous pousse énormément à revoir ce modèle. Parce que, rapidement, pour vous rappeler, il y a plusieurs méthodologies qui ont été essayées. Pour preuve, dans les années 90, on avait Sogel qui était l'opérateur, on avait Enelgi qui était le patrimoine. En 2021, on a décidé de créer EDG. EDG est venu